petites et moyennes entreprises, les acteurs clés de la région du Centre-Sud prennent connaissance de la charte de l'UEMOA et du dispositif de soutien au financement des PME-PMI, les avantages de leur adhésion à la charte à suivre dans quelques instants. Et si la saison des pluies fait penser à une abondance des légumes du fait de la disponibilité de la ressource en eau, le constat est tout autre dans le panier de la ménagère. Les légumes se font rares sur le marché et les raisons évoquées sont multiples. C'est un dossier que nous vous proposons dans cette édition. À la une également et en page internationale, l'Est de la Chine a été balayé ce dimanche par des rafales du typhon Infa, un phénomène qui se passe au moment où toute une partie du pays est encore occupée par le nettoyage des dégâts générés par des inondations dévastatrices d'il y a à peine quelques jours. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce journal par cette activité qui s'est déroulée à Manga dans le centre-sud. Elle est organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat en collaboration avec l'Agence nationale de la BCEAO. La rencontre vise à informer et sensibiliser les acteurs clés de la région sur les avantages de leur adhésion à la charte des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Jean-Paul Tchéteka et Bernard Diasso pour le point. La charte des petites et moyennes entreprises et le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et moyennes industries, PME, PMI dans les États membres de l'UEMOA, sont présentés ici à Manga aux acteurs clés de la région du Centre-Sud. Objectif, permettre à ces PME, PMI de mieux comprendre le dispositif, ses avantages et également leur permettre de constituer les dossiers de candidature à la charte des PME. Ces dispositions de texte-là ont été adoptées par l'État en 2017. Et c'est suite donc aux difficultés que rencontraient les petites et moyennes entreprises en matière d'accès au financement, d'accès à la commande publique, d'accès également aux sites aménagés. Et dans ces dispositions, il y a donc des mesures qui, à l'endroit donc des petites et moyennes entreprises qui les permettent donc d'avoir un accès beaucoup plus allégé à ces instruments. Et dans sa mise en œuvre, selon les communicateurs du jour, ce dispositif fait intervenir plusieurs acteurs. Et depuis 2015, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a mis en place un dispositif pour soutenir l'accès des PME au financement bancaire. La Banque centrale intervient aussi dans la mise en œuvre de ce dispositif pour qu'après le financement des PME, elle puisse motiver les établissements de crédit à travers notamment un refinancement des créances à des conditions vraiment allégées et également des règles comptables qui sont appliquées aux établissements de crédit. Pour rendre opérationnel ce dispositif, des comités d'identification des structures d'appui et d'encadrement des PME, en abrégé CISAE, ont été mis en place dans chaque État membre de l'UEMOA. Par ailleurs, l'adhésion à la charte est volontaire et offre les avantages prévus par la loi au profit des PME signataires. Nous en venons à ce tout titre de cette édition. Les légumes se font rares sur la place du marché pendant la saison des pluies. Les raisons évoquées sont multiples. L'abandon pendant la saison des pluies de la culture maraîchère au profit de la production céréalière. Les maladies saisonnières, il y a par endroits un excès d'humidité nuisible aux plantes. Constat et témoignage dans ce dossier de Lamine Karantao et Kadouro Menki. Un chou qui laisse à désirer à 150 francs CFA. Des tas de tomates qui ne sont pas au top de leur forme à 50 francs CFA le tas. C'est la loi de l'offre et de la demande. La rareté des légumes en saison des pluies implique leur cherté sur le marché. Nous revendons le chou à 150 francs, car nous avons payé l'unité à 125 francs. Le seau de tomates que vous voyez, nous la vendons à 2500 francs. Je demande beaucoup de compréhension dans les coupes à propos de la popote. Les condiments sont très chers. La vie même est chère. Zone d'exploitation maraîchère de l'Éguéma. C'est dans des exploitations comme celle-ci que les légumes sont transportés vers les différents marchés de la place. Selon les maraîchers, pratiquement tous les légumes qui sont sur le marché actuellement ont été sémés courant avril-mai. Période des premières pluies, souvent source d'humidité excessive causant des dommages aux plants et pépinières déjà mis en place. C'est pendant la saison, certainement, on se base pour faire la masse culture. Mais si on commence là-bas, au fur et à mesure, on produit. Il
et puis on va venir rentrer pendant la saison pluvieuse. Voilà. Mais si on arrose pendant la saison sèche, en même temps s'il y a des pluies, l'humidité est trop. Donc ça pose beaucoup de problèmes. C'est ça qui cause la pourriture de pépinières. Pendant la campagne humide aussi, et pour la mise en place non seulement des pépinières, et pour la mise en place même des cultures. Même si nous avons des variétés hivernales, ça pose véritablement un problème. Il faut le dire sur ce point aussi que ça devient un peu compliqué. La saison des pluies s'installe donc avec son corollaire de désagréments pour les maraîchers. Le piment et la tomate, par exemple, ne supportent pas assez d'eau. C'est l'excès d'eau qui a causé le pourrissement de cette tomate. Il y a des vers dedans. Celle-là a éclaté par l'excès d'eau. Trop d'eau, ça nous cause des pertes. Les vents en saison de pluie nous fatiguent aussi. On ne savait même pas qu'on allait pouvoir se récolter ici. On a beaucoup traité le champ. Quand ça a commencé à aller, les vers aussi sont venus se mêler à la danse. Tomates et aubergines locales en ont fait les frais. De l'avis de certains maraîchers, les maladies saisonnières ne sont pas non plus pour rentabiliser les récoltes. Autant de difficultés et d'angoisses qui conditionnent bon nombre de maraîchers à jouer la carte de la prudence en saison des pluies. Ces derniers abandonnent ainsi la production maraîchère et se consacrent entièrement à la production céréalière. Autre difficulté constatée et non des moindres, c'est l'accaparement des terres aménageables. En attendant que l'appel tombe dans une oreille attentive, les maraîchers de Léguéma sont organisés en coopérative pour la défense de leurs intérêts. Une organisation avec comme leitmotiv une meilleure maîtrise du marché. Si les légumes se font rares en ces temps de pluie, ce n'est pas le cas des semences. Des centaines de tonnes de ces semences sont produites chaque année dans la région du Nord. Cependant, les producteurs sémenciers font face à un problème d'écoulement. Conséquence, une bonne partie de leur production est bradée pour faire face aux défis de la campagne en cours. Détail dans ce reportage signé Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Sawadgo. Écouler ces semences, c'est le souhait des producteurs sémenciers de la région du Nord. Plus de 300 tonnes de semences sont produites la campagne antérieure. Mais hélas, les producteurs sont obligés de mettre les semences sur le marché de la consommation. C'est le cas des producteurs sémenciers du Passoré. Il y a toujours des choses, des semences qui sont là. On ne sait même pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les crédits. Et leur période de remboursement sont prêts et on ne voit rien. On a sensibilisé même avec les populations pour qu'ils viennent payer les choses, les semences là. Même constat dans les Zondomans et au Yatenga. Les techniques de production sont bien maîtrisées et les producteurs s'en félicitent. Cependant, les difficultés amènent certains producteurs à jeter l'éponge. On peut vendre au moins dans le mois de juin, juillet, mais on ne peut pas avoir l'argent dans la même campagne. Il faut attendre vers décembre pour avoir l'argent. Pourtant, c'est cet argent qu'on doit utiliser pour le produire. Il y a Tengue ici, les problèmes fonciers, il y a moins de femmes productrices sémencières. Elles ne peuvent pas avoir la terre. Face à cette mévente, les producteurs développent des initiatives. Ce sont donc les ONG, les projets et programmes qui dictent les prix sur le marché. On a appelé de gauche à droite pour pouvoir avoir des marchés avec les ONG et des programmes. C'est pas facile, c'est une perte pour nous. Parce que des fois, il y a d'autres choses, comme les programmes et projets là, il y a d'autres qui des fois nous imposent avec leur prix. Et même avec les producteurs simples là, ils ont habitué avec l'État à une subvention un peu bien donnée. La cause de la mévente, ces hommes pointent du doigt l'État, leur principal client. Pour la province, ce que l'État a pu prendre en ça ne dépasse pas les 11 tonnes et quelques comme ça, parmi les 91 et quelques là. Donc vous voyez que dans notre magasin même il y a toujours des maïs, il y a toujours des semences qui sont toujours déposées ici. S'il y a un contrat, c'est ce que l'État qui veut là que nous on va produire. Même si on va produire plus, c'est peut-être vendre avec d'autres partenaires. Sinon, comme ça là, nous on peut produire, mais si l'État il vient, il prend ce qu'il veut. Il peut même dire qu'il ne va rien prendre. Vous voyez, donc les partenaires aussi, ils ne peuvent pas tout acheter.
Du côté de la CRA, la Chambre régionale d'agriculture du Nord, la maîtrise des techniques de production entraîne une croissance de la productivité. Conséquence, l'offre dépasse la demande. Au regard de toutes ces performances et renforcement des capacités, nous avons une très grande quantité de semences au niveau des communes, mais malheureusement, l'État étant le principal acheteur n'arrive pas vraiment à prendre une grande quantité. Les projets et programmes également prennent ce qu'ils peuvent également prendre en fonction également des sites emblavés au profit donc de leurs bénéficiaires. Les sorgho, les niébé et les riz sont entre autres principales semences produites au nord. L'absence de boutiques dans les communes et le déplacement de certains producteurs suite à l'insécurité sont aussi des difficultés du secteur des semenciers au nord. Nous portons à présent à votre connaissance ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. À l'occasion de la cérémonie officielle de sortie des élèves de la 5e promotion de l'Académie de police, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, chef de l'État, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 27 juillet 2021 à partir de 8h dans l'enceinte de l'Académie de police 6 à Papré sur la route nationale 22, axe Ouagadougou-Konkoussi. Après le poste de péage, l'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Le port de masque est obligatoire. Autre point dans cette édition, la presse est sollicitée pour la sensibilisation de la population en faveur du vaccin contre le Covid-19. Mettant à profit son séjour dans la Boucle du Mouhoun, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a échangé avec les hommes et femmes de médias sur leur contribution dans l'information et la sensibilisation de la population sur les préjugés autour du vaccin AstraZeneca. Nous en savons plus avec Hélène Sebgo, Naba Ida Dabire et Dramanso. Le ministre de la Santé sollicite l'accompagnement des acteurs de médias pour une grande adhésion des populations à la vaccination contre la Covid-19. Face aux journalistes de la Boucle du Mouhoun, Charlemagne Ouedraogo et ses collaborateurs apportent la bonne information sur le vaccin AstraZeneca en cours au Burkina Faso. Les effets secondaires sont de très loin mineurs par rapport aux avantages. Ce qui inquiète les uns et les autres, la coagulation et les embolies, ça fait 35 000 personnes environ vaccinées. Aucune embolie, je ne touche plus voir, mais aucune embolie, aucun décès. Donc nous souhaitons vivement que vous, femmes et hommes de médias, vous puissiez être les véritables relais de la bonne information. De l'information que le ministère de la Santé vous donne. Depuis son introduction dans la Boucle du Mouhoun le 8 juin dernier, ce sont 10 060 doses du vaccin AstraZeneca qui ont été administrées. Les journalistes de la Boucle du Mouhoun s'engagent à mener la sensibilisation pour une grande adhésion des populations à la vaccination. Déjà, le ministre nous a promis la documentation nécessaire parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas des techniciens en la matière. Nous allons d'abord nous documenter comme il se faut et vraiment chercher à convaincre les gens, sensibiliser les uns et les autres à adhérer. Après AstraZeneca et Johnson & Johnson, le Burkina Faso s'apprête à recevoir le vaccin Sinopharm. Selon le directeur général de la santé publique, la diversité des vaccins contre la Covid-19 permettra aux populations d'avoir un large choix. Assemblée générale du réseau des femmes entrepreneurs du Burkina et de la diaspora, l'activité s'est déroulée ce 24 juillet à Ouagadougou. Ces femmes du monde des affaires se sont penchées sur les missions et ambitions du réseau qui se résument à la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la jeune féminine. Retour sur leur assemblée générale avec Urbain Benito Somé et Moumni Soubega. Diaspora Entrepreneurship Network, ou le réseau des femmes entrepreneurs du Burkina et de la diaspora en concertation à Ouagadougou. L'objectif de ce réseau est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la présente rencontre vise à présenter le bureau et les projets du réseau. Nous avons échangé sur la structure, donné des informations du réseau des femmes entrepreneurs. Donc surtout la branche du Burkina, mais la branche mère se trouve à New York et nous avons échangé sur nos activités. De New York, la présidente fondatrice du réseau a suivi de près cette rencontre.
Par un appel téléphonique, Aïcha Nadej Ouedraogo a rappelé les objectifs de ces réseaux et la nécessité de promouvoir le partage d'expériences et la recherche de financement en vue d'accompagner les femmes entrepreneurs. Déjà, les réseaux envisagent l'organisation d'un salon international de l'entrepreneuriat féminin du 20 au 21 novembre 2021 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, ces femmes ont aussi exprimé les solidarités à l'endroit des déplacés internes du Burkina en levant un fonds pour soutenir ces personnes en difficulté. Les populations de Namisigman dans le centre-nord ne sont pas contentes de la gestion de la commune par le maire. Face à la presse, les organisations de la société civile décrient la gestion du foncier, de même que la gestion des fonds alloués aux femmes et le retard dans la construction du marché de Namixma, entre autres. Compte rendu complet de la conférence de presse avec Abbas Traoré et Alidou Alain Sawadgo. C'est une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur la gestion de la commune de Namiskman par son premier responsable. Il est reproché au maire de la commune de gérer seul le fonds minier, pas de projets structurants, mutisme des investissements du fonds minier. Nous avons déposé des dossiers pour des petits projets à la demande de la mine. On nous a fait cotiser des 100 000 francs par association pour nous aider à monter les dossiers. Quand nous sommes allés voir le maire, il a dit que lui, il n'a rien vu comme argent. Chez mois de juin, le DG de la mine nous a raconté à Wayouya. Et il nous a dit que les communes de Oula, Kalsaka et Namisigma ont reçu chacune plus de 700 millions pour le fonds minier. L'accusé dit ne rien se reprocher. Pour le maire de Namiskman, les sessions du conseil municipal sont ouvertes à toute la population et des espaces de dialogue sont organisés pour rendre compte de sa gestion. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le projet structurant que je n'ai pas fait. Le fonds minier, nous avons pour le moment eu 3 tranches. Le ministère des Mines et des Carrières a instruit les gouverneurs de demander à chaque maire de faire le point sur l'utilisation des fonds reçus et ce que nous avons fait. On m'a dit également que j'ai détourné l'argent des femmes. Il a été question du PADEL qui avait été élaboré avec la mine pour le financement des 3 communes. Finalement, dans l'évolution des choses, la mine a dit qu'elle ne finance plus. La violation des lieux sacrés et l'impact environnemental causés par les travaux de la mine sont entre autres points soulignés par les conférenciers. Rendre le grand marché de Ouagadougou propre, c'est un défi relevé ce 24 juillet par la Fédération des associations des ramasseuses des ordures du Faso en collaboration avec la commune de Ouagadougou et s'est armée de leurs outils de travail qu'elles ont débarrassé Rodoko et ses environs des ordures. Ambiance avec Amado Ilboudo et Ernest Kambiré. Donner un nouveau visage au grand marché Rodoko de Ouagadougou par ces temps qui courent, c'est ici la principale motivation des responsables de la Fédération des ramasseurs d'ordures ménagères. Une opération propriété des lieux engagée tôt ce matin par les membres de la Fédération. Et pour cette première, c'est munis de balais, de perles, de taxi-motos et de brouettes que les ordures sont enlevées. Les petits commerçants qui sont autour des marchés, c'est eux qui font les ordures. Mais ils ne savent pas qu'il faut nettoyer chaque jour. Nous, on a dit qu'on va le faire avec les gens du marché. Parce que tout ce que nous mangeons vient du marché. Il faut que le marché soit propre pour que ce que nous consommons soit propre à notre tour. Nous voulons que la population adhère. Pour cette première opération propriété, la Fédération des ramasseurs d'ordures ménagères a mobilisé une vingtaine d'associations membres. Une initiative ici saluée par plus d'un. Ce que j'ai vu ce matin, c'est très cool parce que pourquoi? S'il y a la propriété, il y a moins de maladies, surtout actuellement le temps des palus. Et bon, vous voyez ici c'est propre, il n'y a pas de moustiques. Donc on les remercie infiniment d'avoir pensé et fait quoi? Innover. C'est-à-dire innover, ça veut dire quoi? Faire le marché propre. Cette fédération d'associations de ramasseurs d'ordures du Faso sait très bien combien la commune de Ouagadougou souffre dans la gestion des déchets. C'est une journée de salubrité particulière parce que c'est des professionnels de la salubrité qui ont décidé d'organiser cette journée de salubrité. Et donc, le lieu de production de déchets par excellence, c'est-à-dire le centre-ville via le grand marché. Et donc, nous commençons par là et vraiment, on est très contents parce que ça va permettre aux commerçants de savoir que
Et nettoyer son endroit, c'est lutter contre les maladies, c'est se donner un cadre de vie, c'est la protection de sa santé et pour celle aussi des clients qui viennent vers eux. Le coup de balai est ainsi lancé autour du grand marché de Ouagadougou et l'opération se poursuit sur 3 jours et va toucher d'autres espaces et lieux publics de la capitale burkinabé. En page sport, pendant que tous les regards sont tournés vers Tokyo, où le Burkina est à la recherche d'une première médaille olympique, un autre Burkinabé à des milliers de kilomètres de Tokyo a encore hissé très haut le drapeau national. Iron Bibi, de son vrai nom Cheikh Ahmed Alassane Sanou, a battu hier à Londres le record du monde dans les épreuves de force. Il a soulevé une charge de 217 kg, battant ainsi l'ancien record de l'ordre de 216 kg, détenu par le Britannique Eddie Hall. Mamadi Wena pour le commentaire. Décidément, aucun record ne résiste à Cheikh Ahmed Alassane Sanou dit Iron Bibi. Loin des mesures draconiennes anti-Covid de Tokyo, dans la chaude ambiance du Royal Albert Hall de Londres, Iron Bibi a encore fait une démonstration de force. 2 essais infructueux pour chasser le record du monde détenu par le Britannique Eddie Hall. Un record aux épreuves de force de l'ordre de 216 kg. Mais au 3e essai, Iron Bibi pulvérise ce record avec un poids à 217 kg. Iron Bibi lifts in the Royal Albert Hall. It's not what you wanted. Cheikh Ahmed Alassane Sanou détenait auparavant d'autres records, dont celui de World of Lift Challenge en portant à bout de bras un poids de 240 kg. Il est aussi entré dans le record Guinness en soulevant 69 fois une personne de 60 kg en 1 minute. En football et match d'ouverture du tournoi qualificatif UFOAB pour la Ligue africaine des champions, les Colombes de l'USFA ont battu également hier au stade Robert Champrou de Marcory à Abidjan les 11 sœurs de Gagnoa. Les Burkinabés ont gagné leurs sœurs ivoiriennes par le score d'1-0. La synthèse de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Roger Kam et Alain Didier Comporé. Belle entrée en matière pour les Colombes de l'USFA au tournoi UFOAB pour la qualification de la Ligue africaine des champions. Opposée aux 11 sœurs de Gagnoa de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture, l'équipe championne du Burkina n'a pas trébuché. Elle a battu les Ivoiriennes 1-0. Dans cette rencontre, les Colombes montrent d'entrée de jeu leurs ambitions en assiégeant la moitié du terrain des 11 sœurs. Sur cette sortie hasardeuse de la gardienne ivoirienne, Stella Gungunga n'ajuste pas son lobe. Mais l'effort des Burkinabés sera récompensé. Fatoumata Tamboura, tout feu, tout flamme dans le match, finit par ouvrir le score à la 42e minute. 1-0. C'est sur cette avance des Burkinabés que la mi-temps intervient. Au retour des vestiaires, c'est un autre match qu'impose les 11 sœurs aux Colombes. Les sœurs de Gagnoa sont maîtresses du jeu. Elles pilonnent le camp de l'USFA. Fort heureusement pour les Colombes, les attaquantes de Gagnoa sont maladroites. L'USFA possède pas des contres et Balgissa Sawadro manque de peu de doubler le score sur cette action. Il n'est rien arrangé pour l'équipe de Gagnoa. Leur gardienne est expulsée à la 87e minute pour avoir pris la balle hors de sa zone. Une infériorité numérique sans conséquence, puisque c'est sur cette avance d'1-0 pour les Burkinabés que l'arbitre siffle la fin du match. De quoi satisfaire Zakaria Zeba ZZ? C'était la qualification pour le second tour et on a 3 points, donc c'est un bon entente. Bravo à elle. Maintenant, concernant le match elle-même, de mon avis et de mon expérience, je pense que c'était un bon match, surtout pour un match d'ouverture. Et ça a été toujours difficile les matchs d'ouverture. Mais elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et bravo. En seconde période, on avait le problème, on avait le vent contre nous. C'est ça qui nous a beaucoup déstabilisé parce que le vent était carrément contre nous. Nos ballons n'arrivaient pas à sortir et leur ballon, ça arrivait à vitesse. Donc ça, moi, je comprends en tant que technicien. Fatoumata Tamboura, l'unique buteur de la rencontre, s'est vu récompensé par le trophée de la meilleure fille du match. La prochaine sortie de l'USFA, c'est le 30 juillet prochain contre les amis du monde du football du Togo.
Voilà une victoire qui place les Colombes de l'USFA en pole position pour la qualification en demi-finale du tournoi UFOA-B. Et il y a ce communiqué qui nous vient de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie des élèves de la 5e promotion de l'Académie de police placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, chef de l'État. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 27 juillet 2021 à partir de 8h dans l'enceinte de l'Académie de police 6 à Pabré sur la route nationale 22, axe Ouagadougou-Kongoussi après le poste de péage. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Le port de masque est obligatoire. Hors de nos frontières, l'est de la Chine a été touché ce dimanche par le typhon Infa. La localité a subi les rafales au moment où le nettoyage des dégâts dus aux inondations bat son plein sur une partie du territoire. Suivant. La puissance des vagues fait trembler les quais de cette ville côtière située dans l'est de la Chine. Une mer extrêmement agitée, à l'heure où le typhon Infa s'apprête à frapper la région. Dans le centre, les commerçants se barricadent avec l'aide des pompiers. La police parcourt le front de mer pour demander aux habitants de se mettre à l'abri. Une centaine de vols et de trains transitant par la région ont été annulés, 150 navires cargo évacués de la zone et certains musées et parcs publics de la métropole de Shanghai fermés au public jusqu'à nouvel ordre. La Chine se prépare au pire, alors qu'une partie de son territoire ne s'est pas encore relevée des inondations dévastatrices de ces derniers jours, comme en témoignent ces images captées plus à l'ouest dans la province du Henan, complètement submergée par les eaux. Ici, il a plu en 3 jours l'équivalent d'une année de précipitations. Au milieu des torrents de boue, les opérations de secours se poursuivent. Beaucoup de sinistrés vont trouver refuge sur le toit de leur maison. Les victimes se comptent par dizaines. 500 000 personnes ont déjà été évacuées dans la région, un bilan qui pourrait augmenter avec le passage du typhon Infa. Et c'est la fin de cette édition. Une autre équipe s'installe demain au journal de 13h. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.